Bon, donc mon sujet d'aujourd'hui, c'est la dérive austéritaire de l'Union européenne. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de diviser mon intervention en deux parties qui viennent du terme même austéritaire. Alors, le mot austéritaire, il nous est venu avec Jean-Luc parce que c'est venu tout naturellement en pensant à ce que c'était que l'Europe, quoi. C'est l'austérité, c'est l'autoritarisme, et c'était austéritaire, c'est un mot qui est venu... C'est un néologisme, mais qui est venu naturellement, qui s'est imposé à nous quand on parlait de l'Union européenne. Du coup, ce que je voudrais montrer dans mon intervention, c'est d'un côté d'où vient la dérive autoritaire. Je voudrais vous montrer que c'est un héritage qui date pas d'hier du tout, mais qui vient au contraire du début de la construction européenne. Et ensuite, d'où vient la dérive d'austérité, qui, elle, commence avec Maastricht. Voilà le cadre de mon intervention. Donc, pour ce qui est du pan autoritaire, l'Union européenne, elle est caractérisée par une absence de démocratie au niveau européen, pas au niveau de chaque État-nation, mais au niveau européen. À commencer par le Parlement européen, qui n'est pas une institution démocratique. Parce qu'un Parlement, c'est un organe qui a le pouvoir d'initiative législative. Or, le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative législative. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Alors, je voulais vous raconter l'histoire du Parlement européen pour que vous compreniez d'où ça vient, ce Parlement qui, contrairement à tout Parlement normal, n'a pas de pouvoir d'initiative législative, n'est pas force de proposition de loi. C'est-à-dire que l'initiative, c'est on propose. C'est nous qui faisons une loi, qui la proposons, oui. Et ensuite elle est vue par le gouvernement et elle est votée. Donc en 1952, quand on a construit la communauté européenne du charbon et de l'acier, on a mis en place une assemblée commune. Une assemblée, c'est pas un parlement. Hein. De fait, cette assemblée, elle avait un seul pouvoir, c'était un pouvoir de sanction contre la haute autorité qui à l'époque était l'équivalent de la Commission européenne. D'accord ? Donc elle pouvait la sanctionner. C'est ce que vous retrouvez aujourd'hui avec le fait que le Parlement européen a un pouvoir de censure vis-à-vis de la Commission européenne. Donc, de là vient l'héritage. Mais cette assemblée-là n'avait aucun pouvoir législatif et elle n'avait aucun pouvoir même consultatif. Le pouvoir consultatif, même pas consultatif. Le pouvoir consultatif, il va arriver en 1958 quand on crée la communauté européenne, la CEE. Du coup, l'Assemblée commune devient une assemblée parlementaire européenne. Ces membres, à l'époque, ce sont des membres qui sont désignés, ce ne sont pas des membres qui sont élus. Hein. Et donc, ils ont acquis, à ce moment-là, un pouvoir de simple consultation. Je pense que c'est intéressant de voir ça, parce que le Parlement européen, aujourd'hui, est effectivement consulté. Quand vous lisez le traité de Lisbonne, après consultation du Parlement européen, C'est quelque chose qu'on retrouve à longueur de temps. En 1962, l'Assemblée parlementaire européenne, pour se valoriser et pour se légitimer, décide de s'appeler Parlement européen. Ce faisant, elle laisse à penser qu'elle a une forme de pouvoir législatif. Hein. Mais c'est toujours pas le cas en fait, elle a toujours un simple pouvoir de consultation. Certes augmenté sur plus de sujets, mais c'est toujours un pouvoir de consultation. En 1974, on décide de l'élection des parlementaires européens au suffrage universel. Bon, donc là, on tente encore de légitimer cet organe. Excusez-moi, jusqu'à ce moment-là, les parlementaires, ils n'étaient pas élus, ils étaient désignés par les gouvernements. Comme le sont actuellement les membres de la Commission européenne. Donc, quand on arrive au suffrage universel, on se dit que normalement, un élu au suffrage universel doit avoir un pouvoir législatif. C'est la base de la démocratie. Pourtant, les pouvoirs restent consultatifs, absolument consultatifs.
En 1979, quand on a la première élection du Parlement européen, d'ailleurs c'est intéressant de voir que on pense à ce moment-là qu'on va vers plus de démocratie européenne, donc on a une participation européenne record, on est à 60% de participation aux élections européennes. Depuis, ça n'a pas cessé une seule fois de décroître, hein. On arrive à des taux très très bas jusque récemment, parce qu'évidemment c'est un organe qui est en fait complètement éloigné des réalités tangibles pour les gens, et puis surtout qui n'a pratiquement pas de pouvoir. En 1997, l'Union européenne octroie de nouvelles, c'est avec le traité d'Amsterdam, hein, pour vous situer, de nouvelles capacités au Parlement européen. On lui permet de proposer des projets de directives et règlements à la Commission européenne, libre ensuite à la Commission européenne, qui est un organe non élu, de décider ce qu'elle en fait, d'en faire ce qu'elle veut, et ensuite de le reproposer à consultation du Parlement européen. Hein. Donc on appelle ça des rapports d'initiative, terme qui existe encore aujourd'hui, ce qui laisse penser qu'on a une forme d'initiative législative, mais ce n'est pas du tout le cas. On propose à la Commission de regarder si elle veut bien éventuellement faire ceci ou cela, et sur des sujets qui sont sérieux. C'est-à-dire qu'on a le droit de proposer des initiatives sur tel sujet ou tel sujet. On ne peut pas proposer sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, sous le traité de Lisbonne, donc ces rapports d'initiative existent toujours, comme je vous l'expliquais. Il existe, parce qu'on entend souvent dire, oui, c'est absolument faux ce que vous dites, le Parlement européen a des pouvoirs d'initiative législative. Alors, je vais vous dire exactement ce sur quoi portent les 3 pouvoirs d'initiative législative du Parlement européen. Il peut effectivement avoir une initiative législative sur sa propre organisation, l'organisation du Parlement européen, donc du fonctionnement interne, sur le statut et les fonctions du médiateur européen, c'est-à-dire celui qui reçoit les plaintes des citoyens, qui dans les faits ne sert pas à grand-chose, et sur son mode d'élection, ce qui est là le plus gros de ses pouvoirs d'initiative législative. Voilà. Ensuite, on nous dit oui, mais quand même, il y a la codécision, hein, c'est quand même bien la codécision. Bon. Qu'est-ce que c'est que la codécision ? C'est la Commission nous fait des propositions législatives et le Parlement peut amender ces propositions. Ensuite, ces amendements sont acceptés ou pas par le Conseil, c'est-à-dire par les gouvernements, qui eux-mêmes vont rejeter les amendements du Parlement européen ou pas, etc. Et ensuite, ça repasse vers la Commission européenne. Ok ? Bon. Si jamais le Conseil et le Parlement ne sont pas d'accord, ce qui est le cas dans la majeure partie des cas, le Parlement européen revient sur les amendements qui ont été acceptés ou pas par le Conseil et peut soit valider les amendements du Conseil, soit décider de négocier avec le Conseil et la Commission pour voir si on peut arriver à un accord, soit bloquer. Le vrai pouvoir du Parlement européen, d'ailleurs, c'est ça, c'est de bloquer ce qui est fait, ou d'arriver à un semblant de petit arrangement avec le Conseil qui est souvent, ma foi, très peu satisfaisant et, vu la majorité du Parlement européen, très néolibéral, pour être clair. Hein. Donc voilà la capacité du Parlement européen, c'est ça. Il a 3 pouvoirs d'initiative législative qui ne concernent que son propre fonctionnement et le médiateur européen. Et il peut amender, enfin en tout cas essayer d'amender le plus possible, puisque c'est une négociation avec le Conseil, des textes ou les bloquer. Bon. Et puis tout le reste, parce qu'on en produit beaucoup des textes européens, chaque journée de séance parlementaire, on en passe des dizaines en votant les amendements à la main levée. Ce sont des rapports non législatifs. Alors vous avez des déclarations, vous avez des recommandations, vous avez des résolutions, enfin bon. Tout ça c'est non législatif. Et puis vous avez les fameux rapports d'initiative qui ne sont pas législatifs non plus, mais qui peuvent éventuellement le devenir si la Commission décide qu'elle reprend telle ou telle proposition. On est d'accord ? Est-ce que c'était clair jusque-là sur les pouvoirs du Parlement européen ? Ouais ?
Bon, la logique dans laquelle le Parlement européen avait été conçu au moment de la CECA, c'est-à-dire et puis au moment de la CEE, c'était le pouvoir ne se situe pas dans le Parlement européen, il se situe au niveau des gouvernements. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de pouvoirs sont octroyés à la Commission, qui est un organe non élu, et à la Banque Centrale Européenne, qui est un organe qui n'est pas élu non plus. Alors ces pouvoirs sont octroyés par les gouvernements eux-mêmes, hein, c'est pas une décision qui tombe de nulle part. Généralement, le Parlement européen n'est pas très favorable, là pour le coup, à ce que des pouvoirs soient octroyés à ces organes-là, mais ça passe quand même parce que les gouvernements décident d'octroyer les pouvoirs à la Commission et à la Banque Centrale Européenne. Alors, du coup, vous allez me dire, oui d'accord, mais bon, l'Union européenne, les gouvernements, ils s'en affranchissent quand ils veulent. La preuve, avec le nouveau traité européen, qui n'est pas un traité européen, étant donné que le Royaume-Uni n'est pas dedans. C'est un traité international entre plusieurs gouvernements européens. Mais sachez que ce traité-là, même ce traité-là, il confère de pleins pouvoirs de sanction à la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est la sanction toute seule qui décide de sanctionner un État, je vous en reparlerai plus précisément après, s'il dépasse les 3% imposés par les critères de Maastricht de déficit public. Donc même dans un traité dans lequel, soi-disant, les gouvernements s'émancipent de l'Union européenne et des modes de fonctionnement de l'Union européenne, et dans un traité international, ils vont conférer des nouveaux pouvoirs qui les contraignent, eux, à la Commission européenne. Le fonctionnement européen pourrait être anodin si les lois européennes étaient rares. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, des textes, on en passe à l'appel au Parlement européen. De plus en plus, ce ne sont pas des directives qui sont d'une application. Dans une directive, on applique le sens global de la logique politique inscrite dans la directive. Ce sont des règlements, surtout en matière économique. Et les règlements, on les applique tels quels dans les lois, pour nous, dans les lois françaises, dans les lois nationales. Donc, le mode de fonctionnement, du coup, nous pose un réel problème. C'est-à-dire que des lois qui s'appliquent directement à nous tous sont décidées d'une façon complètement antidémocratique. Oui. Dans le cadre d'une directive, c'est une application directe aussi, parce qu'on va passer par des décrets, des arrêtés préfectoraux, etc. C'est pas direct, c'est-à-dire que le règlement, c'est transposer, tu transposes le texte du règlement directement dans tes lois. Alors qu'une directive, tu vas transposer la logique qui est contenue dedans, mais tu as une marge de manœuvre sur la façon dont tu vas la faire appliquer, sur les modalités, sur la temporalité, sur... D'accord. Et les marges de manœuvre, elles sont aussi importantes que ça ? Non, elles sont pas si importantes que ça, mais bon, ça te laisse quand même... Généralement, d'ailleurs, les directives sont pas bien appliquées. Ce que demande la Commission, c'est d'avoir, pour certaines directives, comme pour la directive service par exemple, ça a été fait, un point sur comment ça a été progressivement mis en place. Voilà. Mais ils refusent évidemment de rendre ça public, parce que nous, ça nous intéresserait bien. Par exemple, en France, la directive service, ils l'ont coupée par petits morceaux, mis dans telle loi, dans telle loi, dans telle loi, pour que personne ne voit ce qu'il en était. Mais ils ont fait des rapports à la Commission européenne. La directive, comment ? La directive service. C'est quoi ? C'est la directive Bolkestein. Bon, par exemple, tu sais ce qu'on a dit sur l'huile d'olive. C'est-à-dire que l'Europe avait permis que l'huile d'olive on ne sache pas d'où elle vient. Maintenant, c'est possible de vendre de l'huile d'olive, parce qu'avant, il fallait préciser le lieu d'origine. Tandis que maintenant, d'après une directive et un règlement, c'est fini. Non, parce qu'on a voté dernièrement plusieurs directives portant sur la traçabilité des produits européens. Donc non. Donc soit c'est une violation des... soit c'est que la directive les directives ne sont pas appliquées, soit c'est une violation par le producteur, mais non, ça vient pas. Là, pour une fois, ça vient pas de l'Union européenne. Bien. Donc, comme je vous le disais, la plupart de ces règlements, donc qui s'imposent tels quels dans les lois européennes, ce sont des règlements économiques. Ce sont des règlements qui fixent donc l'austérité, qui est la deuxième partie
de ce que j'essaye de vous montrer dans la dérive austéritaire de l'Union européenne. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre sur le reste. C'était pas prévu que ça fonctionne de façon démocratique au départ, et sous couvert d'un fonctionnement soi-disant plus démocratique au niveau du Parlement européen, on avance en fait vers moins de démocratie au niveau de l'Union européenne. Maintenant, pour ce qui est de l'austérité. Est-ce que si c'était plus démocratique, il y aurait moins d'austérité? Est-ce que si c'était plus démocratique, il y aurait moins... Parce que la plupart des pays européens... J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les populations ne sont pas masochistes. Non, est-ce que tu vois que le Parlement européen est globalement moins libéral que la Commission? Non, il est plus libéral que la Commission européenne à l'heure actuelle. Ça serait pire. Oui, mais il est pas démocratique. Il a la forme qu'il a. Oui, mais la bonne question, c'est est-ce qu'on se doit se battre politiquement pour qu'il ait plus de pouvoir, qu'il soit démocratique, dans la mesure où il mène une politique libérale? Enfin, ça, c'est là un peu le problème du front de gauche. Moi, j'ai pas envie que le Parlement européen ait plus de pouvoir et soit démocratique, hein, dans la période actuelle. Étant donné que les lois s'appliquent de toute façon, il vaut mieux qu'elles soient appliquées d'une façon démocratique. Ensuite, le problème qu'on a, c'est que par exemple au niveau européen, on a soi-disant une capacité d'initiative citoyenne qui en fait est un véritable parcours du combattant, qui est absolument impossible à mettre en place, qui doit rester dans le cadre des traités, c'est qu'on n'a aucune possibilité de participation des citoyens à la démocratie européenne. De même, aller approcher un député européen, moi je veux bien, par exemple, on critique le fait que Jean-Luc Mélenchon passe pas sa vie au Parlement européen, où de fait on ne fait pas grand-chose, hein, à part blablater sur des textes qui ne servent à rien, pour la plupart du temps. Hein. Il est plus intéressant de savoir exactement ce qu'il y a dans le contenu des textes et de pouvoir dire ce qu'il en est et l'expliquer aux citoyens que d'être à l'intérieur à essayer de faire un amendement sur je ne sais quoi qui sera rejeté de toute façon, surtout si vous êtes de gauche, et puis qui au final sera jamais validé par les gouvernements, etc. Bon, les députés, s'ils sont à Bruxelles, ce qui est le cas la plupart du temps, et qui sont pas sur le terrain, qui sont pas dans leur pays d'élection, les citoyens n'ont aucune approche de ces députés européens. D'ailleurs, souvent, ils ne les connaissent même pas. Hein. Voilà, les problèmes de la démocratie européenne se situent là. Ils se situent aussi dans le fait que bon, ça devient des députés qui ne sont pas vraiment des députés, qui deviennent des spécialistes des questions européennes, qui savent très bien comment ça se passe à l'intérieur de l'Union européenne, mais qui ne font pas le lien entre les citoyens et le Parlement européen. Ça devient des bureaucrates, quoi. Hein. Mais si tu donnes de vrais pouvoirs et si tu permets aux citoyens de trouver une expression dans un cadre déjà national qui puisse arriver au niveau européen, c'est mieux. Tu peux pas dire bon, de toute façon il vaut mieux que le Parlement ait pas voix au chapitre. Non, mais il vaut mieux que si, par exemple, s'il y a des pays où les gens ils sont libéraux, qu'ils ne nous imposent pas leur liste, qu'ils se les imposent à eux-mêmes, mais qu'ils ne nous les imposent pas. Et s'ils sont majoritaires en Union européenne, tant pis. Tu désobéis, là c'est du rapport de force de toute façon dans ces cas-là. Par exemple, pour nous c'est plus facile à dire quand on est français parce qu'on a un point économique important dans l'Union européenne. Mais si nous on bloque sur quelque chose, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pareil, là en Grèce, ce qu'ils leur imposent, très bien, mais bon, si la Grèce dit non, s'ils refusent de se plier, ils vont bien être obligés de faire changer les choses. Sinon, ils vont faire quoi? Ils vont regarder les banques françaises et allemandes se casser la figure et puis la crise s'installer partout. Non, ils peuvent pas. On est trop liés les uns aux autres aujourd'hui. Donc c'est un rapport de force. Mais est-ce que tu penses que si le Parlement européen a plus de pouvoir, finalement ça donnerait encore plus de légitimité à ces... Mais ce que je pense, c'est que là, je vous parle du Parlement européen en particulier, mais ce que je pense, c'est que par exemple, tu vois, la Commission européenne ne peut pas demeurer ce qu'elle est. Déjà, tu dois... si tu changes ce qu'est le Parlement européen, tu es obligé de changer aussi la vision qu'ont les citoyens de l'Union européenne. Si tu obliges le Parlement européen à plus de communication, si tu obliges les députés européens à communiquer effectivement sur ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, qui est capable d'aller, dites-moi, moi, je passe ma vie là-dedans, à aller travailler sur le site de la Commission européenne ou sur le site du Conseil européen ou sur le site du Parlement européen. C'est un vrai labyrinthe. La majeure partie des textes sont en anglais, ce qui est un déni de démocratie totale parce que la plupart des gens ne comprennent absolument rien à ce qui s'y dit. Comment est-ce que tu veux que les gens puissent s'investir et voter en conséquence dans ces conseils? C'est pas traduit les textes, c'est pas traduit dans différentes langues. Alors, en général, les textes nous arrivent d'abord en anglais. Et sont traduits avec un délai. Du coup, par exemple, toutes les résolutions qui sont travaillées effectivement pendant la session parlementaire
on est obligé de voter dessus en ayant le texte en anglais. Hein, parce que les moyens, on ne les met pas au Parlement européen pour les traductions, parce qu'on estime que tout le monde doit parler globish, n'est-ce pas? Mais par contre, on les met pour les voyages qui servent à rien, où certains députés vont faire du tourisme au lieu de faire de la politique, quoi, pour être... voilà. Donc, bon, voilà, c'est fait pour ça. Par exemple, les interventions que font vos députés européens, si vous allez regarder, vous avez envie de savoir ce que dit tel député. Par exemple, Jean-Luc fait ça, il met sur son blog européen, il met les interventions des députés de son groupe parlementaire pour donner à voir, bon, bah, un tel s'est exprimé sur tel sujet, etc. Mais le temps qu'on ait la traduction, il faut plus de 6 mois. 6 mois après l'intervention. D'accord ? Voilà à quoi ça ressemble. Quand Michel Barnier sort des directives économiques, il avait sorti, c'était au moment de Monti 2, il sort son projet de directive et de règlement. Puis au bout d'une semaine, moi je dis bon, je vais appeler la commission, quoi. Je vais leur demander quand est-ce qu'on a le texte en français, parce que bon, quand on travaille sur des sujets hyper techniques, si on n'a pas le texte en français, c'est quand même très très compliqué à s'avaler pour voir où est la petite bête, parce que c'est toujours dans les petites bêtes il faut toujours chercher la petite bête dans les textes européens. Moi j'ai l'impression d'être une détective quand je travaille sur les textes européens. Et la commission me disait, ah ben, on sait pas, mais 3 semaines après, c'était toujours en anglais. Le traité budgétaire, on l'a eu en anglais. On a rédigé tous les travaux qu'on a fait pour faire l'argumentaire du parti de gauche, du front de gauche pendant la présidentielle et du candidat. C'était basé sur les textes en anglais. On ne les avait pas en français. D'ailleurs, Jean-Luc a été obligé de lire, il me semble que c'était à Montpellier, il vous a lu les citations en anglais, parce que bon... Mais c'était extrêmement drôle, sa façon de parler de ça, de dire justement... Il speak Arafat English. Et ensuite sur le fait que ce qu'il dit lui-même, c'est que ce système-là fait ce qu'il y a de plus compliqué volontairement en fait pour larguer un maximum de gens et pour que personne n'arrive à percer. C'est ça. C'est leur méthode. Bon, je vais essayer de revenir sur le virage de l'austérité. Donc le virage de l'austérité, il a un nom, elle s'appelle la règle d'or, c'est très simple. Donc en 1992, avec le traité de Maastricht, on met en place la règle d'or dans l'Union européenne. L'idée de la règle d'or, c'est pas une idée neuve, c'est l'idée de Salazar, et c'est ce qui a conduit le Portugal à devenir le pays le plus pauvre d'Europe. Hein. Donc une idée qui a fait ses preuves, comme chacun sait. Donc avec les critères de Maastricht, on impose un déficit à 3% du PIB. Des sanctions à l'époque sont déjà prévues, mais la décision relève entièrement des gouvernements. Étant donné que les gouvernements sont incapables d'appliquer une règle aussi absurde, ils n'y parviennent pas et ils ne se punissent pas les uns les autres pour éviter eux-mêmes une sanction. En 1997, on crée le pacte de stabilité et de croissance. On met croissance pour faire joli, hein. Comme on a fait un pacte de croissance, si vous voulez on en reparlera après, comme on a fait un pacte de croissance et pour l'emploi pour faire joli. Enfin même pas, qui en fait... Justement qui a demandé, c'est pas Jospin justement qui après avoir été... Je sais pas. Le mot croissance. J'étais pas au PS et j'étais un peu trop jeune, mais faudrait demander. Donc il y a une prolongation des critères de Maastricht. Ça met en place une surveillance par la Commission européenne des États, la présentation des programmes de stabilité qui existent toujours de nos jours. Chaque État présente son programme de stabilité pour montrer comment il va aller vers les critères de Maastricht, et ça met en place une procédure spécifique pour les déficits excessifs et pour réduire progressivement les déficits excessifs. Procédure qui inclut des sanctions qui ne sont jamais appliquées et qui n'est pas vraiment suivie à ce moment-là. Si c'était appliqué. Comment ? Ça aggraverait le déficit si c'était appliqué. On est d'accord. Donc, bon, à l'époque, personne n'y arrive, sauf le Luxembourg. Bon. L'Espagne, ça l'approchait. Elle était le meilleur élève à l'époque. En 97, je saurais pas te dire, peut-être, ouais. En 2005, on décide néanmoins de réformer le pacte pour la stabilité et la croissance
en fixant un objectif de 1% du PIB de déficit pour les pays de la zone euro. Donc là encore, personne n'y arrive évidemment, vu qu'ils n'arrivent de toute façon pas à 3%, hein, donc impossible d'arriver à 1%. Et personne n'y arrive, sauf le Luxembourg, encore une fois, qui réussit. Les sanctions, à l'époque, ne sont toujours pas appliquées. En 2010, on décide de renforcer encore le système en mettant en place le semestre européen, donc qui oblige les gouvernements à présenter les budgets, hein, leur projet de budget à la Commission et à les faire valider par la Commission européenne avant qu'ils soient présentés aux parlements nationaux. Les parlements nationaux devant accepter les budgets tels qu'ils sont proposés, et s'ils ne les acceptent pas, ça repasse devant la Commission européenne qui va redonner éventuellement son avis sur le sujet. Hein. Donc on soumet notre budget, qui est quand même la base de ce qu'on peut faire politiquement, hein, parce qu'on a besoin tout bêtement de sous pour mettre en place nos politiques. On le soumet à la Commission européenne, qui est un organe non élu. On avait toujours 1% à ce moment-là. Voilà, c'est 1% pour les pays de la zone euro, 3% pour tous les pays, les sanctions n'étant prévues qu'à partir de 3%. D'accord ? Donc la Grande-Bretagne, pendant ce temps, Céline, elle n'est pas concernée ou elle est par les 3%? Elle n'est pas du tout. Par les 3%, si. Elle l'est par les 3%. Mais pas par les 1%. Et puis elle vote tout ça pour les autres? Comment ça se passe? Ah, ça, oui. Elle est spectatrice. Le pacte de stabilité et de croissance, oui. Elle vote 1% pour les autres, ça aussi. Après, tout ce qui est spécifique zone euro par la suite, non. Les pays hors zone euro n'ont pas la voix au chapitre. Là, c'est un objectif, c'est pas une sanction. Donc le pacte de stabilité et de croissance fait partie du pot commun de l'Union européenne. Bien, donc après avoir mis en place le semestre européen, on arrive à l'année de 2011, qui est l'année où tout se précipite. En septembre 2011, le Parlement européen valide le six-pack. Alors, le six-pack, c'est une révision en fait du pacte de croissance et de stabilité, une nouvelle révision qui renforce le volet surveillance et le volet répression. Les sanctions deviennent semi-automatiques. C'est-à-dire qu'auparavant, les sanctions étaient proposées par la Commission et ensuite décidées par les gouvernements. De fait, ça se faisait pas parce que les gouvernements ne les décidaient pas. Là, on arrive à un système à la majorité qualifiée inversée où la Commission propose si le gouvernement... Alors, ils ont trouvé un arrangement de dernière minute. À la base, c'était la Commission propose et les gouvernements ont 10 jours pour, à la majorité qualifiée, dire non. Mais ils sont arrivés à un arrangement, c'est-à-dire la Commission propose et si le Conseil a donné un avis favorable, effectivement, la Commission impose et le gouvernement a 10 jours pour se retourner. Les gouvernements ont 10 jours pour se retourner. Se retourner comment? C'est-à-dire voter contre. Tu as la Commission qui met en place les sanctions, Oui. les sanctions financières, et les gouvernements, à la majorité qualifiée, peuvent dire non. Mais si tu n'arrives pas à la majorité qualifiée, eh ben, tu l'as dans le baba. Qu'est-ce que c'est la majorité qualifiée? Alors, je craignais que vous me fassiez la question parce que j'ai pas eu le temps de me repencher dessus avant de venir. Actuellement... Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, personne, étant donné que le gouvernement est libéral, personne ne va dire non? Alors qu'ils ont le droit Si, ils peuvent, ça peut se produire, bien sûr que... non, ça s'est pas encore produit parce que pour le moment, ça n'a pas encore été appliqué. Parce que la plupart des États sont déjà sous le coup d'une procédure de déficit excessif et que pour ces États-là, on a mis une exception. On attend qu'ils soient sortis de leur procédure et qu'ils aient atteint la date limite, c'est-à-dire par exemple pour la France... Ouais, c'est une vraie soupe, hein. J'essaye d'expliquer que ça se comprenne. Donc ceux qui sont sortis de leur procédure pour déficit excessif, il y en a pas beaucoup. Si quelqu'un sort, il y retournera parce qu'il devra payer la sanction. Si quelqu'un en sort et qu'il dépasse ensuite les 3%, là, il est passible d'une sanction semi-automatique. Il y aura un gros déficit. Donc voilà, donc il devra faire un dépôt ou alors payer une amende et voilà. Et le système des sanctions se met en marche.
Bien. Donc, une fois que ce six-pack avec ces sanctions semi-automatiques ont été mis en place, on pouvait penser que Merkel et compagnie allaient être ravis. Le problème, c'est que Merkel, dès 2009, elle a inscrit une règle d'or assez drastique. Elle est à 0,35% de déficit public dans sa constitution. À partir de quand? Excuse-moi pour la date. 2009. Et le problème, c'est que la Troïka a déjà réussi à imposer à l'Espagne de Zapatero, en plein mouvement d'indignation, il a obtenu que les sociodémocrates et la droite unie et franquiste et compagnie votent une règle d'or de 0,4% inscrite dans la Constitution également. Donc une fois qu'ils ont réussi à faire ça, les gouvernements de la zone euro, en octobre 2011, se sont engagés à mettre en place, à introduire les règles, alors comprenez bien, les règles du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire les règles du pacte de stabilité et de croissance révisées, au niveau constitutionnel de préférence. Bon. Dans le six-pack, on est toujours sur les 1%, mais avec les sanctions semi-automatiques. Donc à l'époque, c'est ça qu'ils proposent d'inscrire dans les constitutions. Bon, et quand on dit au niveau constitutionnel de préférence, c'est que certains pays ne peuvent pratiquement pas réviser leur constitution, et que donc, c'est le cas par exemple au Danemark, où c'est compliqué de réviser la constitution, et donc ils ont un système qui ressemble fortement à ce que nous on appelle les lois organiques. Je vous dis ça pas tout à fait par hasard, qui sont des lois qui ne peuvent être défaites que si on a une majorité des 3/5, donc qui sont très difficiles à défaire parce qu'il faut avoir une grosse majorité à l'Assemblée. Donc l'idée, c'est vous les mettez soit au niveau constitutionnel, soit dans une loi qui ne peut être défaite que très difficilement pour que ce soit permanent et que ça règne sur les décisions budgétaires des parlementaires. C'est le mettre dans les lois organiques. Ou au niveau constitutionnel de préférence. Le de préférence, il a de l'importance parce que, comme vous le verrez, on parlera un petit peu après du traité du pacte budgétaire, dedans il y a écrit de préférence aussi, et ça veut dire qu'il faut tout faire pour le mettre au niveau constitutionnel, et que si vous êtes capable de le mettre au niveau constitutionnel et que vous ne l'avez pas fait, la Cour de justice de l'Union européenne peut vous sanctionner. Si les autres États décident de vous dénoncer devant la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, l'idée globale de toute cette affaire, c'est quoi? C'est de rembourser la dette, de mettre la priorité sur le remboursement de la dette. Le remboursement de la dette se fait au marché, puisque aujourd'hui, on ne peut pas emprunter à la Banque Centrale Européenne. Et donc ce remboursement, c'est la priorité absolue, quitte à dépecer l'État, c'est-à-dire à privatiser, qui est en fait ce que veulent les gouvernements libéraux qui sont majoritairement au pouvoir. En gros, Est-ce que je me suis fait comprendre à peu près? Voilà la logique de la chose. Bien, donc on arrive en décembre 2011, et là, ils ont décidé d'implanter complètement leur logique et d'amorcer une vraie rupture dans l'Union européenne, contrairement à ce que dit Hollande, qui nous explique que la vraie rupture, c'était Maastricht, que pour Maastricht, c'était normal de faire un référendum, mais que pour le MES et que pour le pacte budgétaire, il n'y a absolument pas besoin de faire un référendum parce que c'est pas un grand virage dans l'Union européenne. C'est tout à fait faux, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on fait rentrer dans les constitutions, on grave dans le marbre des constitutions, l'austérité qui n'était pas l'apanage de l'Union européenne auparavant. Donc, en décembre 2011... Excuse-moi, Cyril. J'avais noté que Merkel avait déjà inscrite en 2009 0,35 dans sa constitution. Donc, ça a été possible. Est-ce que ça veut dire que, tu vois... ça a été fait déjà par... C'est ça, elle est déjà dans les clous de l'Union européenne, elle n'a pas besoin de modifier sa constitution. Et 0,4 en Espagne. L'Italie a fait pareil. L'Italie ayant trouvé cette formule absolument superbe qu'on ne peut valoir qu'un Mario Monti, qui est un pur produit de l'Union européenne, c'est qu'il faut... c'est en italien, il faut arriver à l'équilibre budgétaire selon les normes mises en place par les textes européens.
Ce qui a fait que même le PDL et le parti de Berlusconi, il y a des gens qui sont allés contre en disant mais alors si c'est pas l'Europe qui nous le dit, nous on n'est pas d'accord. Enfin, qu'est-ce que c'est que bon, voilà. Bien. En gros, il avait déjà fait intégrer l'amendement qui va être demandé d'intégrer, soit au niveau constitutionnel, soit au niveau équivalent loi organique, dans les pays européens. Donc, en décembre 2011, on lance, les gouvernements lancent le traité, c'est pas constitutionnel mais presque, le pacte budgétaire. Avec ces 0,5% de déficit structurel pour les pays de la zone euro, avec ces sanctions automatiques pour le coup, c'est-à-dire que là, la Commission décide, et point barre, de mettre en place les sanctions dès que vous dépassez l'objectif prévu. Et avec présentation obligatoire des emprunts que fait le gouvernement, donc à chaque fois qu'il fait des emprunts sur les marchés. Présentation à la Commission, bien sûr. Au même moment, le même jour, et ça personne n'en a parlé à ce moment-là, les gouvernements signent une version révisée du mécanisme européen de stabilité. Ce mécanisme, il institutionnalise la Troïka, dont on a depuis beaucoup entendu parler. La Troïka, c'est le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, qui ont tous cette caractéristique étonnante de ne pas être élus, et pour le FMI, de n'avoir rien à faire dans l'Union Européenne. Voilà. Et puis il impose une règle qui est parfaitement contraire à l'idée européenne, c'est qu'il donne plus de pouvoir à certains pays qu'à d'autres. Pourquoi ? Parce que pour mettre en place le mécanisme européen de stabilité, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sont les 4 seuls pays à avoir un droit de veto sur son entrée en vigueur. Ce qui donnait un rôle particulièrement important aux sociodémocrates allemands, français et italiens. Pas espagnol, parce qu'en Espagne, la majorité absolue, c'est la droite qui l'a. Mais en Italie, en France et en Allemagne, les partis sociaux-démocrates pouvaient empêcher la Troïka de régner sur les pays dits en difficulté, supposés en difficulté, etc. Mais là où c'est encore plus aberrant, c'est que quand on décide d'octroyer une assistance financière, donc des prêts avec intérêt, qui sont octroyés gentiment aux États, mais en les obligeant à mettre en place des plans d'austérité drastiques, sur ces plans-là, la France et l'Allemagne ont un droit de veto au moment de la décision finale de l'octroi de l'aide suivant et de l'application du plan d'austérité. Et dans les cas urgents, l'Italie a également un droit de veto. Donc de fait, on forme une Europe à 2 vitesses avec ceux qui décident pour les autres. Bon, la suite, vous la connaissez. Donc, le droit de veto, il se définit comment? C'est par rapport à l'apport de chaque pays? C'est par rapport à la clé de répartition au sein du mécanisme européen de stabilité, qui est la même que la clé de répartition au sein de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est le poids économique que chaque État met dans le mécanisme. Le fonctionnement du FMI. C'est ça. C'est le fonctionnement du FMI. Et excuse-moi, pourquoi tu disais que les sociodémocrates italiens pouvaient bloquer Parce qu'ils peuvent bloquer en termes numériques, ils peuvent empêcher que ce soit... ils auraient pu empêcher que ce soit validé par l'Assemblée et par le Sénat. Mais ils sont pas majoritaires, ok. Non, ils sont pas majoritaires, mais ils peuvent bloquer. Ils n'ont pas la majorité absolue. J'ai pas compris comment Mario Monti est arrivé au pouvoir. T'as pas compris comment Mario Monti est arrivé au pouvoir? Il y a un super président qui a été communiste qui l'a mis en place. C'est l'Union européenne qui l'a nommé. C'est pas l'Union, c'est le président qui est un ancien communiste qui l'a mis en place. Non, il n'a jamais été élu. C'est un gouvernement technocratique, soi-disant, qui impose des règles plus libérales que jamais, que Berlusconi lui-même n'a pas réussi à imposer, qui fait tout le sale boulot de droite et toutes les coupes et qui vise pas à être élu, qui juste est là pour faire le boulot demandé par la Troïka. Voilà. Pas été élu, qui a été désigné pour... Il a été nommé sénateur à vie par le Parlement. Oui, parce que c'était... Pour pouvoir être... il a été nommé
Il a été par le président pour pouvoir ensuite le nommer. Et au niveau du Parlement, alors c'est qui a... Bah, en Parlement, ils ont accepté la nomination. Qui a accepté le Parlement? La majorité. Bah, le PD et le Partito del Popolo, et y compris à l'époque certains partis qui soi-disant nous étaient relativement proches étaient d'accord quoi, avec cette nomination. Bon, donc là, oui. En 2005, le traité de Lisbonne il est passé au Parlement, en France, avec le vote des élus socialistes. La majorité des députés sénateurs socialistes. En 2007, au Congrès de Versailles. De 2007, pardon. Au Congrès de Versailles, ouais. C'est la même chose. Il est passé parce que... Il pouvait bloquer. Hein. Il pouvait bloquer, tout à fait. Il pouvait bloquer. Et il y en a qui ont voté contre. Il y en a 115 socialistes qui ont voté contre, avec les communistes. Et puis, il y en a qui se sont abstenus. Et par leur gentille abstention, comme ils l'ont fait pour le MES très récemment, et ils ont permis à la droite de faire passer ça en essayant de se laver les mains du problème. Voilà. Bon, j'essaye de finir, puis après on passe aux questions. Donc la suite, vous la connaissez. Hein, donc les négociations sur le traité, sur le pacte budgétaire européen ont été opaques au possible. Si vous voulez, je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. On peut dire les négociations sur le pacte budgétaire, sur ce qu'on appelle traité européen, qui n'est pas un traité européen, mais voilà. Et les ratifications se sont faites à la va-vite. Hein. Le traité a été ratifié très rapidement dans plusieurs pays. En Grèce, on ne l'a même pas vu passer. Là, en Espagne et en Italie, ça s'est fait coup sur coup au début de l'été. Enfin, c'est des pays qui vont bloquer. Hein? Est-ce que tu penses qu'il y a des pays qui peuvent le bloquer? Qui peuvent le bloquer? Non, il faudrait que les sociodémocrates soient contre. Enfin, tu vois. C'est pas possible. Céline, c'est pas possible. De quoi? Parce qu'il est réputé passé à partir du moment où 12 pays sur 17... On n'est pas encore à 12. L'auront ratifié. 12 sur 17, c'est quasiment acquis d'avance. Mais surtout que les sociodémocrates sont tous d'accord avec, donc ça va passer... On est à 8. On est à 8 actuellement. Il y aura des référendums Non, il y en a eu un en Irlande, à part ça, non, c'est pas prévu. Des référendums. De la démocratie en Europe. C'est trop limpide pour faire Ça a quand même été énorme en Irlande de voir qu'ils avaient la chance d'avoir un référendum et que... C'est possible. De toute façon, quand ils votent non, on les fait voter. Oui, c'est vrai. la question. Bon, le reste que j'avais à vous raconter va très bien dans la discussion, donc je propose qu'on poursuive dans la discussion. Je voulais terminer sur le fait que ce genre de politique, hein, de remboursement prioritaire de la dette au marché, sont des politiques qui ont été mises en place par le FMI en Amérique latine. Hein, donc on sait très bien à quoi ça conduit, à quelle destruction sociale ça conduit. Et ça a été le cas jusqu'à ce que des révolutions citoyennes se mettent en place en Amérique latine. Finalement, c'est en train de se reconstruire. Dire que ça a bien fini, c'est en train de se reconstruire. Hein, c'est pas fait. Comment? On dirait malheureusement, il faut ça pour que les gens bougent. Ça suffit. Non, parce que tu sais, la misère fait pas forcément bouger les gens. Dans l'Amérique latine, ça a marché. Au contraire. Ouais, parce que quelqu'un qui a un petit peu mais pas beaucoup, c'est beaucoup ce qui est mis en place. Hein. Si tu donnes un petit peu mais pas beaucoup, le petit peu que tu as, tu essayes de le garder, tu as peur, tu rentres en compétition avec les autres pour essayer de sauver les tiens. Donc t'as pas forcément une conscience de l'intérêt général. C'est beaucoup de communication en Amérique latine. C'est un gros travail d'éducation populaire qui a permis de voir émerger les révolutions citoyennes. Et puis c'est surtout des premières victoires comme celle de Chavez qui ont permis de voir que bon, c'était possible de faire ça. Hein. Sinon, ça serait fait dans les années 80. Sinon, dans les années 80, la misère, Oui, mais il a fallu, ce que je veux dire. C'est qu'il a fallu, malheureusement, cette austérité pour qu'à un moment, les gens disent stop. Non, il a fallu une prise de conscience. Il n'a pas fallu l'austérité. Il a fallu une prise de conscience. Et ça, c'est lié à l'éducation populaire, c'est pas lié à l'austérité. Si tu veux mon avis, hein. Je ne crois pas du tout que la misère permet de faire émerger des révolutions citoyennes. C'est une prise de conscience. Et c'est un ordre de bataille dans lequel on se met. Moi, ce que tu m'as appris,
qui m'étonne, c'est que quand on parle de règle d'or, moi j'ai appris cette expression règle d'or il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 ans, tu vois. Et je vois qu'en 92, c'est déjà C'est ça. le temps que ça arrive, qui magouille la chose dans leur coin, et que tout à coup ça arrive à la conscience des autres, ou alors je ne m'intéressais pas à ça, peut-être, mais que cette notion, on n'en parlait pas. Et tout à coup, tu vois, c'est récent, le fait que maintenant, règles d'or, presque tu vas dans un supermarché, tu dis oh là là, c'est banquier avec leurs règles d'or, et les gens qui choisissent des légumes, tu dis oh oui, leurs règles d'or, les gens connaissent. Ah ouais, Mais, non, alors que 92. Alors. non, mais c'est Salazar. Donc Ah, ça, ouais, j'ai noté ça. c'est la dictature de Salazar. Ouais, c'est incroyable. Et au sujet du FMI, je pense que d'autres l'ont lu, moi j'ai beaucoup appris en lisant Mémoire de l'assassin économique de John Perkins, qui parle, tu connais pas? Je suis preneuse de tous les bouquins que vous voudrez bien me prêter. Mémoire de l'assassin économique de John Perkins. Il était employé du FMI et il allait dans les pays d'Amérique du Sud et il dit quelle était la technique du FMI, c'est-à-dire que La dénonce. il la dénonce, il la détruit totalement. Il arrive, il parle à des gens qu'il sélectionne, qui vont devenir leurs chouchous, c'est eux qui vont avoir l'argent. En fait, ils prêtent de l'argent. Avec cet argent, on fait venir des boîtes des États-Unis et ce sont eux qui profitent de ça. Et ensuite, c'est le peuple qui rembourse. Voilà quelle est cette technique. Et si jamais le gars il n'est pas d'accord, il se reçoit une balle entre les 2 yeux et puis on n'en parle plus. Voilà pourquoi le titre, c'est Mémoires d'un assassin économique. Et ce bouquin, il est formidable, John Perkins. Donc, C'est la méthode de Freeman. oui. Sur la Banque mondiale, il y a Joseph Stiglitz aussi. Oui, c'est glisse aussi. On dénonce sur Oui. la Banque mondiale la même chose. Quand on lit ça, on se dit, mais Non, mais ça, c'est on en dit fait, des choses qui sont passées il y a très longtemps, mais qu'on est... Mais c'est actuel chez nous. Ça mais arrive ce sont chez des nous. mafias. Il faut quand même appeler un chat, ce sont des mafias, ni plus ni moins. Ce qui se passe en Europe, on est sous la coupe d'une mafia organisée. C'est-à-dire que moi je pense que le débat politique qu'on devra avoir au parti de gauche et au front de gauche, je pense que notre position sur l'Union européenne n'est plus tenable. Moi je pense qu'elle est plus tenable. On a une position sur l'Union européenne, il faut se battre pour modifier, changer de l'intérieur de l'Union européenne, changer les traités, etc. Mais c'est un piège mortel l'Union européenne. Et si on ne change pas, c'est le Front National qui va ramasser le mécontentement. Et tu proposes quoi? De sortir de l'Union européenne aujourd'hui? Mais tu proposes quoi toi? Tu penses qu'on peut changer l'Union européenne? Tu penses qu'on peut changer quelque chose? Mais c'est un piège mortel. Mais non, mais c'est un rapport de force, camarade. Si tu as, on est sur une pente ascendante, l'autre gauche en Europe. Hein, je ne sais pas si tu vois, aux Pays-Bas, on est en passe d'accéder au pouvoir. En Grèce, on est à 1% d'accéder au pouvoir. En France, on augmente énormément. En Espagne, on augmente énormément. Dans tous les pays autour de moi, si tu regardes, on est en train de monter en puissance. Il suffit qu'on arrive au pouvoir dans un pays pour que déjà on commence à changer le rapport de force. Tu vas pas me faire croire qu'on va pas changer les choses en Europe? Parce qu'aujourd'hui, si tu sors de l'Union européenne, en plus, tu vas sortir de l'euro, donc tu vas permettre qu'il y ait une spéculation sur ta monnaie nationale. Non, mais d'accord, mais on aura quand même beaucoup de mal à expliquer que l'Union européenne, c'est quand même vachement bien et que... Mais ça peut être vachement bien. Non, aujourd'hui, effectivement, c'est pas vachement bien, mais ça peut être vachement bien. Oui, ça peut être vachement bien, mais moi, je suis un peu sceptique. Là, je pense qu'on a une Mais position qui est plus tenable. Ce n'est pas l'Union européenne qui est dangereuse, c'est la mafia qui dirige l'Union européenne. Ah, bon, Parce que je si suis jamais il y d'accord. avait des gens normaux qui dirigeaient l'Union Non. européenne... Est-ce que vous voulez que je prenne des tours de parole, peut-être? Je vous vois... Moi, je pense que cette question-là, il faut la poser dans le terme de stratégie politique. En fait, c'est pas la question pour ou contre la sortie de l'euro, c'est quelles sont les stratégies politiques pour petit à petit gagner dans l'idéologie dominante vis-à-vis de la population et où elle s'exprime cette démocratie aujourd'hui. Parce qu'effectivement, pour vous poser la question sur la démocratie du Parlement européen, effectivement, si aujourd'hui on donne plus de pouvoir au Parlement européen avec les structures actuelles, ça n'a aucun sens dans notre intérêt de stratégie politique. Mais comme on le voit aujourd'hui, les stratégies nationales, que ce soit Syriza, que ce soit le Front de gauche, c'est là où aujourd'hui s'exprime cette souveraineté populaire. Donc effectivement, on a quelque chose à jouer au niveau national. Le problème, c'est que si on commence sur la question de la sortie de l'Europe, c'est une sortie sans issue aujourd'hui économiquement par rapport à l'euro. Moi, je vois par exemple le cas de l'Amérique latine. Le cas de l'Amérique latine, le combat, effectivement, c'est juste un exemple, là, ça on ne peut pas tout transposer, mais le combat s'est mené devant le rapport de force au niveau national, mais toujours sur la perspective d'une intégration régionale. Parce qu'un pays tout seul, à lui tout seul, il ne peut rien faire dans le rapport économique, et même
Même, on voit qu'aujourd'hui l'Amérique latine, avec ce qui pèse économiquement, qui n'est pas grand-chose, avec le peu d'intégration régionale qu'ils ont réussi à faire en 100 ans de politique, des 30 ans de Fonds monétaire international, ils ont quand même réussi à avancer sur beaucoup de choses avec cette partie d'intégration régionale. Moi je pense que c'est un peu sur cette lignée-là qu'on se pose. On n'est pas naïf, on sait très bien que c'est pas avec le rapport de force européen qu'aujourd'hui on voit quelque chose, c'est la stratégie nationale, mais c'est une question stratégique. Moi je ne pense pas que ça se pose sur question, le débat de sortir ou non de l'Europe aujourd'hui. Moi je ne vois pas vers quoi où ça nous mène. Moi ce qui m'intéresse, c'est où s'exprime la démocratie. Donc là on est dans une question purement stratégique, où est-ce qu'on petit à petit on gagne dans les rapports de force. Et une fois qu'on pose cette question-là, la sortie de l'Europe, elle n'est pas à l'ordre du jour, quoi. On n'y est pas encore là. On est à l'ordre du jour, c'est comment dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent, nous, on va, avec l'autre gauche et en France et avec l'autre gauche en Europe, continuer à avancer, parce que comme dit Céline, on est en train d'avancer petit à petit. Et moi, la sortie de l'Europe, aujourd'hui, je ne vois pas vers où ça nous mènera, quoi. C'est plutôt la question de quelle stratégie pour gagner l'idéologie, sur l'idéologie dominante et sur le désespoir, parce qu'il y a quand même du désespoir chez les gens. Quelle est la réponse, quoi? Aujourd'hui, la sortie de l'Europe, pour moi, ça mène aucune réponse, en tout cas. Ça mène pas de réponse. Et comment on fait pour envoyer un maximum de parlementaires européens au Parlement européen dans 2 ans, histoire d'ouvrir leur gueule? Non, mais je crois qu'il faut... Le débat, c'est pas effectivement pour sortir ou non de l'UE, c'est pas ça le problème. C'est quel est le cadre de notre politique, de notre lutte. C'est quand même, que ça plaise ou pas, c'est encore la République. Alors on peut donner différents noms. Quand on dit État-nation, ça plaît mais pas c'est pas antinomique. parce qu'on est d'exercice. Mais oui, mais si on ne veut pas désespérer les gens, il faut reprendre le pouvoir politique. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir dans le cadre de l'État, dans le cadre de la République et de l'État-nation. Parce que dans le cadre de l'Union européenne, c'est la désespérance totale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre le pouvoir, ce qui suppose un affrontement clair avec les sociaux-démocrates. Hein. Et ça n'a pas été... C'est un peu... Bon, c'est bien, on a chassé Sarkozy, mais on le savait, hein. Et maintenant... Si tu veux, regarde, au sein du parti de la gauche européenne, on se nourrit les uns les autres de ce qu'on fait nationalement. On ne se nourrit pas de grandes expectatives. Et d'ailleurs, on passe beaucoup plus de temps à réfléchir à quelle loi on va proposer les uns les autres. On propose souvent le même genre de loi nationalement qu'à ce qu'on va proposer ensemble au Parlement européen. Parce qu'au Parlement européen, on sait bien que ça ne sert à rien. Donc on essaye de travailler ensemble aux stratégies qu'on va mettre en place nationalement. On sait bien que le cadre d'action, le cadre dans lequel se joue la démocratie actuellement, c'est nationalement. Mais ça n'empêche pas de penser les solidarités et de travailler à créer le rapport de force futur. Donc, la centrale européenne, elle pourrait être utile s'il était géré démocratiquement. Oui, puis si elle prêtait aux États. Parce que je pense que peut-être, moi je comprends très bien ce que vous dites, mais admettons on a un cadre, ce cadre est européen, on le remplace par un cadre qui est le cadre de l'État-nation que certains souhaitent. Mais le problème, c'est que si à l'extérieur les gens peuvent faire n'importe quoi avec la bourse, si tous les pouvoirs qui existent de la même manière, que ce soit l'État-nation, l'État machin, l'Europe ou la galaxie, ça sera toujours la même panique. Il faut aller vers une sorte d'annihilation de ceux qui tuent, ne serait-ce que la possibilité de faire de l'argent avec du blé, avec de l'eau, etc. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il faut aussi arriver à ça. Il faut prendre le pouvoir, t'as pas le choix. Tu vois, il n'y a que dans les pays progressistes en Amérique latine qu'on est en train de combattre ce genre de choses. On pourrait dire, tout à coup, demain on est en France, oui, mais qui boursicote sur le dos des valeurs? Si jamais ce sont les mêmes. Oui, mais il faut d'abord prendre le pouvoir. Dans quel cadre tu prends le pouvoir? Et tu votes des lois qui empêchent ça dans un État de droit. Oui. Si on dit aux gens, parce que le grand discours, j'exagère, un peu bobo, le monde est un grand village, etc., nous sommes tous solidaires. Oui, mais ça c'est le discours de la désespérance absolue. Il faut d'abord prendre le pouvoir dans le cadre de son État-nation. Voter des lois, la désobéissance européenne, c'est une voie, la désobéissance européenne. Si la France disait, nous, nos services publics, désolé, 100% d'État, il n'y aura pas de... C'est ça, mais c'est du rapport de force. Oui, mais pour ça, il faut d'abord avoir une majorité parlementaire, etc. Bah oui, il faut mais prendre le rapport pouvoir. De force Dans le cadre national. Bon, le rapport de force dans l'Union européenne... mais une fois que tu as pris le pouvoir nationalement au sein d'un État de l'Union européenne, tu tiens un pouvoir pour bloquer. Ils essayent d'empêcher ça au maximum et de mettre des lois pour l'empêcher. Mais
Nous aussi, on met en place nos propres stratégies pour prendre le pouvoir nationalement. Le fait est que la prochaine échéance, elle est européenne, elle n'est pas nationale. La nationale, elle est quand même limitée pour un certain temps. On fera tout ce qu'on pourra, mais enfin... Mais c'est quoi cette c'est pas une échéance raison pour européenne? pas se battre. Quel pouvoir ont les peuples dans la prochaine échéance européenne? C'est quoi le... Est-ce que ça vaut la peine de ne rien faire du tout, ou est-ce que cette prochaine échéance, qu'en 2014, ça fait quand même quelque chose? Parce qu'en France, ça ne va rien se passer en 2014, on est d'accord. On sera toujours aussi minoritaire, et voilà. On sera aussi fort, on sera peut-être plus nombreux, mais c'est tout. On n'aura pas plus de représentants au Parlement. Oui. Est-ce que tu peux parler Je plus fort? vulgarise un peu parce qu'on a l'impression d'être entre personnes qui réfléchissent au parti gauche, au front gauche et tout ça. Mais dès qu'on fréquente des personnes qui ne font rien du tout au niveau politique et qui ne comprennent pas, ce que je disais tout à l'heure pour l'éducation populaire, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans l'éducation populaire? Rien. Pas grand-chose. Donc les gens n'ont que les informations des médias et des médias, donc ils ont tout le temps les mêmes informations, encore maintenant les mêmes exactement qu'il y a quelques mois en arrière. Comment fais-tu que ça change? Ils te disent, quand tu discutes avec eux, ils te disent la même chose qu'il y a 4 mois en arrière. C'est ça, les seuls grands moments d'information. On interroge les mêmes personnes de la droite pour donner un avis sur ce qui se passe en ce moment. Donc je veux dire, ça ne changera rien. Hein. Il faut vraiment qu'au niveau éducation populaire, quelque chose se passe. Mais c'est bon, les seuls grands moments d'éducation populaire qu'on a, ce sont les meetings de Jean-Luc qui essayent d'être un maximum pédago, etc. Personne déjà 2 tiers convaincus, je veux dire. Bon, après, on a la chance que Jean-Luc passe dans les médias, mais c'est sûr que sorti de ça, il faut élaborer nous-mêmes des stratégies d'éducation populaire, améliorer notre implantation locale et trouver les modes d'expression qui permettent un apprentissage populaire. Si tu vas sur le site du Figaro, tu vois Mélenchon a parlé, la réponse qu'il y a, et après tu vas dans les commentaires. Là, tu sais un petit peu ce que pensent les Français. Et oui, oui, parce que... Je veux dire, il y en a quand même Français qui disent ça ou qui ne disent pas, mais qui pensent comme ça. Oui, parce que moi j'aime beaucoup les grandes disputes entre gens qui lisent la presse nationale, mais bon, la plupart des gens ne lisent pas la presse nationale. Ils regardent la télé, ils écoutent éventuellement la radio. Par rapport aux assemblées citoyennes qui s'est développée là pendant la campagne électorale, on a vu des gens arriver. Je pense que le souci qu'on a, c'est, comme tu dis, les assemblées auxquelles on est gens, il y avait 80% de convaincus. On touchait le milieu syndical, militant, associatif. Comment on fait pour amener les autres? C'est là que c'est compliqué parce que tu dois trouver des modes innovants d'action politique. Moi, j'ai pas de recette toute faite. On peut regarder ce qui se fait ailleurs et qui marche un petit peu. Tu as le théâtre participatif qui a été une technique qui a été particulièrement travaillée en Amérique latine. Je pense, Eduardo, qui a beaucoup travaillé dessus, peut vous en dire un mot. Tout ce qui n'est pas trop agressif vis-à-vis des autres, le porte-à-porte qui mine de rien, est une technique qui semble très traditionnelle, etc., mais qui permet d'aller rencontrer les gens. Si vous regardez la campagne qu'est en train de faire Chavez, si vous suivez ce que font les chavistes, c'est voilà, on a fait tant de maisons et on en est à tant de maisons et on en est à tant de maisons, et ils vous comptent le nombre de milliers de maisons qui sont allées voir sur l'ensemble du pays. Voilà, il faut aller au contact des gens et essayer de parler aussi de ce qui les intéresse. Moi, j'ai été très frappée, par contre, par exemple, j'ai fait la campagne à Hénin-Beaumont avec Jean-Luc. Et j'ai été hyper surprise. Je pensais que, franchement, les gens, l'Europe, ça leur passait au-dessus, que c'était un truc, justement, qui était complètement loin d'eux. Ils m'ont tous parlé d'Europe. Donc ça montre bien qu'il y a un travail d'éducation populaire à faire sur la question. 2005, il y a vu, justement. Ah. Ça a bien marché. C'est ça, mais il faut retrouver cette capacité à faire des petites réunions de quartier où on se retrouve pour discuter de ce qu'il y a dans les textes européens. Et je pense quelque chose qui est intéressant, par exemple, moi j'habite un petit village qui fait dans les 2000 personnes. C'est d'aller voir les gens, non pas en tant que représentants de partis politiques, en leur disant, écoutez, voilà, moi je m'occupe du problème de la nourriture, des légumes, des amas, etc. Est-ce que vous voulez avoir une soupe faite, ceci ou pas? Et leur parler, ou bien est-ce que l'essence coûte cher, est-ce qu'on va faire du covoiturage? Puis ensuite, comme ça, parler aux gens, tu vois, sur des petits problèmes qui sont tout à fait locaux et personnels. Et après, évidemment,
dans la mesure où tu agis dans un certain domaine, ils peuvent s'intéresser à ta couleur politique. Ça évite cette manière, parce que moi dans mon village, il y a quand même 900 personnes qui votent FN. C'est un village où il n'y a qu'un vol de géranium tous les 3 ans, mais bon, c'est comme ça. Donc ça peut être voilà, un procédé. Passer par, Mais c'est pas forcément gênant que tu arrives en expliquant que tu es représentant que tu fais partie d'un parti politique. Le tout, c'est de pas arriver en pensant que toi, tu vas arriver à réciter le dogme du parti politique. Tu arrives, je suis d'un parti politique, mais je suis un citoyen de la même façon que toi qui est en face de moi. Et moi, j'ai envie de te dire ça, qu'est-ce que tu as à me répondre? Et je suis capable d'avancer aussi selon ce que tu me dis et de réfléchir avec toi. Parce que moi, j'ai vu trop de militants politiques penser que, justement, parce qu'ils avaient pris plus de temps pour réfléchir sur les choses, ils savaient mieux que les citoyens qu'ils avaient en face d'eux, qui, la plupart du temps, sont pas cons du tout, et puis desquels on a souvent beaucoup de choses à apprendre, parce qu'à réfléchir beaucoup entre nous, on perd parfois le sens de certaines réalités, pas de toutes, mais... En fait, j'ai une question sur la présentation que tu as faite. Dis-moi. Comme je baigne un peu dans le domaine politique, c'est peut-être une question qui paraît très tribale, mais tant mieux. J'ai expliqué en fait que la dérive autoritaire, elle était issue vraiment des fondamentaux jusqu'au début de la communauté de Charbon et d'acier. Ouais. Et de fait, dans cette présentation-là, tu as beaucoup orienté ton discours vers le fait que le Parlement européen avait le pouvoir, l'autorité. De fait, dans cette évolution-là, elle était possédée, si je vais jusqu'au bout de ton raisonnement, par la Commission, les équivalents Commission européenne. L'autoritaire de 1952 à maintenant, il est porté principalement par la Commission européenne. En fait, non, pas tout à fait. C'est 1952 jusque dans les années 90 à peu près. C'est les gouvernements qui détiennent le pouvoir, d'accord ? Et à partir des années 90, fin des années 90 et plus dans cette période actuelle-là, les gouvernements se dépossèdent de plus en plus de leur pouvoir et les donnent à la Commission européenne qui est non élue. Donc le fait qu'avant le Parlement européen n'ait pas de pouvoir était en quelque sorte pallié par le fait que les représentants nationaux, les gouvernements, disposaient complètement du pouvoir. Là, le problème qu'on a, c'est que eux se défaussent vers la Commission européenne tout en disant que c'est une évolution fédérale, qu'on va vers une Europe plus fédérale en faisant ça. Mais de quelle Europe fédérale est-ce qu'ils parlent, quoi, pour le coup, c'est le fédéralisme autoritaire, quoi. On passe plus de pouvoir au niveau central européen, mais sans en passer à quelque organe démocratique que ce soit. Et le seul qui était l'organe qui était finalement le plus démocratique de l'Union européenne, qui était le Conseil européen, donne de plus en plus de compétences à un organe qui ne l'est pas du tout, qui est la Commission européenne. Est-ce que... voilà. Par rapport à l'histoire. Il y a d'autres questions? Tu as évoqué les Pays-Bas. Ouais. Tu as des informations sur comment ça se passe là-bas, la campagne? Alors, je t'avoue que je reviens tout juste d'Amérique latine et que j'ai pas du tout contacté nos camarades du Socialist Party. Est-ce qu'ils font partie de la gauche unie, en fait? Oui, on travaille avec eux. Ouais. On n'est pas toujours d'accord avec eux, mais ils sont plutôt pas mal. C'est quoi les points de vue d'accord? C'est parfois sur certaines questions économiques, ils sont un petit peu moins à gauche que nous, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas de drame, ils sont contre le pacte budgétaire, ils sont dans les grandes lignes. Des chances de l'emporter, parce que bon... Oui. Que ce soit les Pays-Bas, le premier pays à gauche d'Europe, ça ferait... Ce serait drôle, moi ça me ferait très très drôle. Je dois vous avouer que bon... Non, c'est comme quand il y a eu le premier gros mouvement de population avant l'indignation en Espagne. Le premier gros mouvement de population, ça a été au Portugal. Moi, je dois vous avouer que j'ai été assez surpris. Je pensais que ça viendrait de l'Italie, où les gens sont un peu bouillants, ou de la France, ou de... Bah non. Et quand... Il y a quand même eu une tradition communiste au Portugal. Non, il y a une tradition républicaine. Mais communiste, pas tant que ça. Et puis aujourd'hui, la tradition républicaine n'est plus si à gauche que ça. Donc, malheureusement, moi j'aime beaucoup le Portugal, mais les Pays-Bas, c'est très 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 étonnant, ouais, effectivement. Mais je ne manquerai pas début septembre de communiquer sur le sujet, d'informer.
Oui, je vais forcément trouver le moyen soit d'y aller, soit de communiquer avec nos camarades. Donc si j'ai bien compris, il faut prendre d'assaut en fait la Commission européenne. Non, il faut prendre le pouvoir. Créer du rapport de force et refuser les pouvoirs de donner les pouvoirs à la Commission européenne, de dire merde, de faire de la désobéissance au pouvoir. La Commission européenne, par exemple, bon, pour l'instant, elle est bien libérale. Ouais. Mais si elle devenait, en gros, de gauche non libérale. Eh ben, on lui retire de toute façon le pouvoir d'initiative législative. Ça n'a pas à revenir à un organe qui n'est pas élu. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, tu autodissous en fait la Commission européenne. Moi, là, je parle en tant que moi-même. Pour moi, la Commission européenne, ça devrait être quelque chose qui a un organe de surveillance, qui fait des rapports, qui explique ceci, cela, mais pas un organe qui a un pouvoir d'initiative législative ou qui a un pouvoir de sanction, puisque c'est pas un organe démocratique. Je viens d'entendre un bout de phrase qui m'a interpellé, je pense que c'était par humour que tu le mettais en avant. Tu as dit si par hasard la Commission européenne devenait gauche non libérale. Et c'est strictement impossible, puisque toute l'Union européenne est basée sur le traité de Rome qui est libéral. Ah non, c'est pas impossible, parce que regarde... Attends, laisse-moi terminer. Le traité de Rome met en avant uniquement le libéralisme, la concurrence, ce que beaucoup avaient oublié d'ailleurs, et on redécouvert en 2005, ou un peu avant. Donc c'est strictement impossible que la Commission européenne, émanation de tout le système européen, soit autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil non seulement libéral, etc., mais en plus qui, au cours de son existence pendant plusieurs décennies, a montré à maintes reprises qu'elle était largement influencée par les États-Unis et par la pression des États-Unis sur elle en direct, puisque dans les secteurs que la Commission européenne a toujours géré elle-même depuis le début, j'insiste, dès avant 90, qui était le secteur intégré de l'Union européenne, qui était la politique agricole commune, les principales inflexions de la politique agricole commune, je te vois cliner du bonnet, mais on peut en discuter, tu as tort si tu n'es pas d'accord, les principales inflexions ont été directement imposées par les États-Unis à la Commission européenne, qui les a ensuite imposées aux États membres. Je m'arrête là. Bon, alors sur le point, c'est pas possible d'avoir une commission qui n'est pas libérale. Alors, remettons les choses à leur place. La Commission européenne, son président et ensuite ses membres sont désignés de fait par les gouvernements qui sont en place et représentent l'équilibre entre les gouvernements qui sont en place au niveau européen. Donc imaginons que nous ayons une majorité de pays qui soient dirigés par des partis du parti de la gauche européenne, nous aurions une majorité de commissaires qui seraient issus du parti de la gauche européenne, effectivement. Dans ce cas-là, les membres du parti de la gauche européenne prônant la désobéissance européenne et la Commission européenne étant la gardienne des traités, nous serions face à une difficulté. Donc les commissaires européens ne feraient plus rien et on serait obligé de toute façon de sortir du traité de Lisbonne et de remettre tout par terre, hein, pour être clair. Oui, voilà. C'est par ça qu'il faudrait commencer de toute façon. C'est ça. Parce que la question des commissaires européens est tout à fait secondaire à ce moment-là. Si par miracle, auquel je ne crois pas, un jour les 27 États européens étaient tous de gauche non libérale, évidemment on fout en l'air le traité. Ça, je crains de ne pas vivre assez longtemps pour voir ça, mais... Et par contre, pour ce qui est... Pour ce qui est du lobbying autour de la Commission européenne, sachez que Bruxelles est la capitale du lobbying, que tout autour de la Commission européenne, vous êtes entouré de lobbyistes qui ont leur siège juste tout autour de la Commission européenne et que beaucoup sont effectivement financés par les États-Unis. Et quand vous êtes au Parlement européen, tranquillement, dans votre bureau, vous vous faites harceler toutes les 5 secondes par des lobbyistes qui viennent frapper à la porte de votre bureau, ce qui fait que, par exemple, la porte de mon bureau, à moi, est fermée à clé parce que, en plus, vous leur dites de ne pas rentrer, ils rentrent quand même, ils vous parlent en globish et ils essayent de vous vendre des amendements, de vous convaincre, de vous faire des cadeaux, de vous offrir de l'argent. Pour que vous fassiez passer leurs amendements, que vous votiez leurs textes, etc., etc. Voilà à quoi ça ressemble, à tel point que, le pire étant en séance parlementaire, parce qu'ils espèrent pouvoir effectivement tomber sur le député. Manque de peau pour eux, Jean-Luc Mélenchon, en séance parlementaire, il est dans l'hémicycle. Il n'est pas dans son bureau, il est dans l'hémicycle, le lieu où est censé être un député européen. Mais sachez que, au Parlement européen, en séance, il n'y a personne dans l'hémicycle à part ceux qui vont parler face caméra. Pour ce qui est un semblant de débat qui n'en est pas, puisque chacun intervient à la queue leu leu pour parler face à une caméra dans un hémicycle vide.
Voilà, vous avez des grands pontifes parfois qui viennent parler devant un hémicycle qui est vide si le grand pontife n'est pas assez grand. Hein, voilà. Mais les lobbyistes passent incessamment, viennent frapper à votre porte, rentrent sans vous demander la permission, vous déposent des trucs sur votre bureau, viennent éventuellement vous piquer vos affaires dans votre bureau, vous ne pouvez jamais être tranquille. Voilà, effectivement, le lobbying autour des institutions européennes, faut le voir pour le croire. Oui, je voudrais faire une petite parenthèse sur une affaire qui n'a rien à voir mais qui est contemporaine, l'affaire des Pussy Riot. Ces filles agitaient le drapeau de l'Optor, qui est l'agence qui agite l'Europe de l'Est, agence CIA. Donc là aussi, quand on parle de l'influence, elle est de tous les côtés, de toutes les façons et de toutes les manières. Sans vouloir défendre Poutine, je précise. Non, mais oui, la CIA est partout, effectivement. Enfin, moi. Cette histoire d'Optor, c'était assez cocasse de voir ces filles, parce qu'au moment où on voyait la photo, j'ai dit non, c'est pas possible. Avec le drapeau de l'Optor, et c'était une photo, j'ai dit non, c'est photoshopé, c'est pas vrai. Mais non, pas du tout. C'est la réalité qui est sur un film, malheureusement, 68. C'était plutôt une question sur la rentrée politique un peu qu'on fait par rapport à l'Europe, au niveau de comment on va voir les gens. Est-ce qu'on a déjà un petit peu défini une stratégie Alors, à partir politique pour la rentrée sur ce vote-là, sur le traité? Demain après-midi, il y a un atelier qui va être animé par Mathias Tavel, avec qui je travaille. J'essaierai d'y passer si je peux, mais il y a les internationaux qui commenceront à arriver. Donc sur un atelier de lecture qu'on a préparé sur le traité. Donc ça va être l'occasion pour ceux qui sont intéressés par la question, et peut-être que vu que les sujets se touchent, vous serez amenés à aller dans cet atelier. N'hésitez pas à émettre des critiques sur cet atelier, puisque c'est une occasion pour nous de le tester grandeur nature et de le modifier en fonction éventuellement des critiques qui nous seront faites pour le rendre plus dynamique, plus accessible, etc. Donc n'hésitez pas demain à faire vos critiques à Mathias Tavel sur le sujet. Par ailleurs, je vais faire un petit peu notre pub, mais le secteur études du parti de gauche sort là, à cette université d'été, un bouquin qui est sur les 100 jours de François Hollande, où on revient sur la question européenne. Bien. Voilà. Donc, je vous invite à l'acheter si vous pouvez, ou à vous le passer si vous ne pouvez pas l'acheter. Et puis, on devrait sortir normalement un bouquin spécifique sur le traité pour la fête de l'humain. Voilà, le bouquin est prêt. Maintenant, reste à régler les détails avec les éditeurs. S'il y a suffisamment de socialistes qui votent contre, il y a une chance que... Ce serait sympathique, mais non, tu sais, ils voteront pas contre. Non. Au mieux, ils s'abstiendront quelques-uns. Non, ils vont voter pour. Maintenant qu'ils ont fait croire que... Ils n'ont pas dit qu'ils voteraient contre, ils ont dit qu'ils ne voteraient pas pour. Ouais, mais là, c'est... Si, il y a Marie-Noëlle Lienemann qui va voter contre, mais... Emmanuel, je crois que... Ouais, pas sûr. Bien, je ne sais pas si on clôt notre séance de remue-ménage ou... J'espère que c'était intéressant, malgré la chaleur. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Attends, c'est flou un petit peu dans ma tête. Il y a un mois environ, le Parlement allemand a bloqué... Qu'est-ce que c'est? En fait, Die Linke a posé une requête devant le Conseil constitutionnel allemand en expliquant que le nouveau traité impliquait un transfert de pouvoir, ce qui est le cas puisqu'il oblige à présenter les emprunts, etc. De l'État, et que donc il nuit au pouvoir des Länder. Qui sont inscrits dans la Constitution. Donc ils sont passés par ce biais-là pour déposer une requête au Conseil constitutionnel. Et tant que le Conseil constitutionnel ne valide pas le fait qu'on peut effectivement voter ce traité sans voter une modification de la Constitution, les deux traités, le mécanisme européen de stabilité et le pacte budgétaire, qui ont tous les deux été validés par la droite et les sociodémocrates au Parlement, au Bundestag, ne pourra pas être ratifié par c'est le président qui le ratifie, par la présidente, le président allemand. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire? Non.
C'est pas une victoire, mais c'est un coup de pied. Bon, après, si le Conseil constitutionnel dit non, il faudra faire une réforme de la Constitution. Donc, pour le parti de Merkel, ça, effectivement, c'est négatif. Tout le monde s'en fiche. Non, tu sais, la CDU, elle a voté, on pensait qu'elle allait voter en partie contre, etc. Ils ont tous voté pour le traité. Non, mais c'est un coup d'arrêt. Ça montre que on peut essayer de bloquer la mise en place, notamment du mécanisme européen de stabilité. À voir ce que ça va donner maintenant. Et est-ce que pour nous ce serait possible, c'est-à-dire de dire ce qu'on va signer est anticonstitutionnel? Nous, on a Elle a franchi, oui, mais c'est pas nécessaire de mettre ça dans la Constitution. Ça peut être ratifié dans les noirs C'est ça. Ah, c'est ce qui s'est passé récemment. Et voilà, tout juste. Et que le parti de gauche a fortement dénoncé dans les médias, c'est Éric Coquerel qui s'en est chargé. Bon, je pense qu'une boisson fraîche fera du bien. Merci Céline. Merci à vous.